Étienne. Bonjour à tous, très heureux d'accueillir cette commission RH du CIAN. Je suis Étienne Giraud, je suis le président du CIAN. Et pour ceux qui ne connaissent pas notre organisation, je rappellerai simplement que nous représentons le secteur privé français investi en Afrique auprès du pouvoir public. Nous mettons ensemble ces acteurs, qu'il faut un club et une association d'acteurs économiques sur l'Afrique. Et nous sommes en train de travailler beaucoup à des certain nombre de plaidoyers sur un certain nombre de sujets. Et nous aidons aussi les entreprises à se tenir au courant des évolutions récentes, aussi bien techniques, d'organisation, de management que réglementaires. Alors, le sujet que vous abordez aujourd'hui, Igor Rochette, le président de notre commission RH, a mis à l'ordre du jour, est celui de la couverture sociale des expatriés. À mes yeux, moi qui ai eu à gérer cette affaire-là pendant longtemps, quand j'étais dans le groupe Bolloré, c'est un sujet doublement important. D'abord parce que l'Afrique a un petit problème d'attractivité, quelquefois, et il ne faut pas se le cacher. Et demander à des collaborateurs de prendre des missions temporaires ou définitives en Afrique, ce n'est pas toujours si facile. Et donc, la contrepartie de cette attractivité un petit peu difficile, c'est qu'ils aient au moins une couverture sociale convenable. Et c'est difficile puisqu'il n'existe pas ou peu, très compliqué, en Afrique. Il faut donc bâtir des systèmes en Europe et on s'est toujours heurté à cette difficulté technique et financière. Donc, je pense que c'est très bien d'aborder ce sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'africanisation des cadres. Le deuxième défi, de plus en plus maintenant, les expatriés sont remplacés par des cadres africains parce qu'il y en a beaucoup, ils sont de grande valeur. Et par ailleurs, je pense que c'est dans le cadre de la politique RSE, du comportement citoyen des groupes français, une très bonne chose. Nous sommes très en faveur de cela. Mais à ce moment-là se pose un autre problème, c'est le problème de cohabitation de statuts, le statut d'expatrié, quelqu'un qu'on envoie de France ou d'Europe, avec quelqu'un qui est nommé sur place et qui n'a pas toujours les mêmes avantages. Et donc, vous occupez les mêmes fonctions, mais vous n'avez pas le même statut. Et quand on a été en opération et en charge, vous savez tous, et moi je sais, je suis bien passé pour dire que c'est un véritable problème compliqué. Et donc, cette histoire de couverture sociale, me semble-t-il, doit aussi répondre à ce défi. Alors, Igor, très très bon sujet qu'on va écouter avec beaucoup de passion. Donc, je vous passe la parole et je remercie nos invités que tu as présentés d'avoir accepté d'en parler. Absolument, merci Étienne. Donc, pour évoquer ce sujet de la protection sociale des expatriés, donc nous avons à ma droite donc Florence Vauté qui est DRH du groupe Optorg, groupe de 1800 personnes, donc vous êtes DRH au siège. Vous avez grandi en Afrique, oui, au Gabon, voilà. Et donc vous avez commencé dans la mobilité internationale au sein du groupe Schneider. Oui. Ensuite, vous êtes passé chez HSBC et donc depuis 2008, vous êtes chez Optorg où vous avez démarré justement aussi sur les questions de mobilité internationale. Absolument. Et de gestion sociale. Absolument. À ma gauche, donc, Cécile Schechter, qui est Head of Mobility Benefits de Willis Towers Watson, donc diplômée de l'ESSEC. Vous avez commencé comme auditrice chez Price et ensuite une carrière de 20 ans chez AXA, donc déjà une dizaine d'années chez AXA France, où vous vous occupiez du développement de la santé individuelle, et puis enfin 10 ans chez AXA Solutions Collectives, où vous avez commencé effectivement à gérer ces sujets d'assurance des expatriés, de couverture collective et de couverture individuelle, et donc depuis 2014 chez Willis Towers Watson. Et enfin, donc, Elio Nasnas, qui est donc directeur technique du pôle santé de Ascoma, qui a grandi dans une famille d'assureurs au Liban et qui ensuite a démarré chez GlobeMed, avant lui aussi de rejoindre AXA pendant 7 ans. Et donc, vous avez travaillé en Arabie Saoudite, aux Émirats, et donc sur la partie santé et prévoyance, et donc rejoint Ascoma en début d'année. Voilà. Exactement. Donc, notre table ronde va se diviser en 3 parties. Nous allons d'abord aborder la notion de duty of care. Dans un deuxième temps, nous allons évoquer la CFE et ses évolutions imminentes et importantes pour les groupes français. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons les avantages et les inconvénients des différentes solutions, donc de la solution CFE à la solution 100% privée et locale. Voilà. Donc, commençons par cette notion de duty of care. Donc, je vais laisser peut-être la parole à
à Cécile, peut-être, pour présenter un peu cette notion et son implication dans les entreprises. Alors, en français, on peut dire devoir de vigilance. De protection de l'employeur pour ses salariés, qui effectivement est beaucoup plus étendu quand un salarié est envoyé à l'étranger, qu'il s'agisse d'un salarié en mission professionnelle pour quelques semaines, un détaché ou carrément un expatrié pour plusieurs années qui ira dans ce cas-là aussi avec sa famille et qui, dans ce cas-là, est sous la protection entre guillemets de l'employeur, normalement en 24/7, même s'il est loin de son employeur et qu'il est effectivement des fois dans des contrées un peu compliquées. On parlait tout à l'heure de l'attractivité moins évidente. Il y a effectivement notamment deux difficultés qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de pays en Afrique, mais pas seulement. Je ne veux pas non plus cristalliser ce très beau continent, mais on a des problèmes sanitaires avec des maladies qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y a eu Ebola, il y en a d'autres. Le Covid, apparemment, n'a pas eu le même effet, mais parce que la population est très jeune aussi, plus jeune qu'en Europe. Et puis, on n'a pas forcément la même structure médicale, d'hôpitaux, qui fait qu'effectivement, même, on en parlait juste avant avec Elio, qu'on peut avoir des Africains qui ne trouvent pas forcément sur place moyen d'avoir certaines opérations, certaines pathologies qui ne peuvent pas être facilement opérées. Donc, on a cette première problématique, on va dire, sanitaire, et puis la deuxième qui est sécuritaire. C'est pas le continent le plus safe. Encore une fois, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on peut rencontrer du terrorisme et où le blanc n'est pas forcément bienvenu, mais malheureusement, c'est le cas. On l'a encore connu justement pendant le début du Covid, où c'était la maladie importée par les blancs. Et donc, face effectivement à ces deux problèmes, il y a vraiment besoin effectivement de la part de l'employeur de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui va commencer par la prévention avant même de parler d'assurance. Alors, l'assurance est là pour répondre à l'aléa. Donc, malheureusement, il y a quand même des fois où on ne peut pas faire autrement, où le sinistre arrive, entre guillemets, mais l'idée, c'est aussi de faire son maximum pour qu'il n'ait pas lieu. Et c'est notamment en termes de prévention médicale, pouvoir faire un bilan médical pré-expatriation aux salariés, mais aussi éventuellement à toute sa famille, et qui va dépendre d'un certain nombre de caractéristiques, et notamment effectivement du pays, avec des conditions climatiques, etc., qui peuvent faire qu'un problème de santé qui n'était même pas détecté en France pourrait devenir très, très important dans un pays, Afrique ou pas, en Asie. Il y a plein de pays où on a un tel changement climatique que ça peut être compliqué. Donc, la prévention médicale, et puis, j'irais au niveau sécurité, c'est, informer les salariés à travers aussi des solutions d'assistance qui ne vont pas uniquement intervenir après coup pour faire du rapatriement, mais vraiment pour prévenir au maximum les risques. Florence Wotté, justement ce devoir de protection et ces actions de prévention en matière sociale et santé, j'imagine que vous les menez chez Optorg. Ah oui, absolument. Alors d'ailleurs, on a très récemment, alors nous, on est adhérents chez International SOS pour toute la partie assistance rapatriement. Et depuis 1 an, en fait, on a développé une plateforme dédiée qui va se mettre en place dès qu'un expatrié part et dès que également un collaborateur effectue une mission, que ce soit un collaborateur depuis la France ou même des déplacements en Afrique. Et donc, en fait, on va suivre tout le déplacement du collaborateur, ce qui permet aussi de permettre aux salariés de pouvoir en fait demander assistance internationale SOS en amont de son voyage pour préparer justement tout ce voyage avec l'accès aux informations du pays, sécurité, santé, voilà. Et donc là, c'est une plateforme qui est ouverte et qui fonctionne très bien et on a fait aussi des sessions de sensibilisation et les expats et on va dire les collaborateurs en déplacement étaient vraiment très intéressés. D'accord. Et c'est ça, vous avez mis en place ça depuis quand? Depuis 1 an. D'accord. Voilà, ouais. On est adhérent avec International SOS depuis longtemps, mais on a vraiment, là, on s'est vraiment doté d'un outil qui nous est dédié et qui répond vraiment à ce besoin en fait d'information, de prévention que l'on doit à nos collaborateurs.
Et donc, effectivement, vous disiez, ça inclut aussi donc, les personnes qui vont être en mission. Absolument. Voilà, ça n'est pas dédié uniquement aux résidents. Hein. Exactement. En fait, c'est une plateforme qui se déclenche dès qu'un billet d'avion et dès qu'un ordre de mission en fait, est établi. Donc, en fait, on a la plateforme internationale SOS et connectée avec nos agences de voyage. D'accord. Voilà. Donc aucun voyageur normalement ne peut nous échapper, voilà, parce que et bon, on a déjà eu malheureusement des cas où il a été compliqué de retrouver un collaborateur. Enfin bon, on a eu parce que comme vous le dites, on est quand même dans un pays, enfin dans un continent extrêmement compliqué où il peut arriver tout en quelques minutes. Et donc, on a déjà eu à gérer quand même des cas graves. Et on a donc souhaité vraiment développer un outil qui nous permet de savoir où se trouvent nos collaborateurs. Je comprends. Intervenir, est-ce que vous n'avez pas, ça peut-être le cliché, mais des rétifs, c'est-à-dire des expatriés de l'Afrique depuis 20 ans qui se disent, mais moi je connais l'Afrique. Bien sûr que si. Mais qui se sentent un peu fliqués ou non, pas fliqués, mais non, alors pas forcément fliqués, mais effectivement, vous avez raison, c'est voilà, leur première réaction, c'est oh ben non, nous l'Afrique, de toute façon, on connaît, pas de problème. Bon, mais finalement, ils y viennent. Voilà. Finalement, on arrive quand même à leur faire comprendre qu'il est nécessaire d'avoir ce type de protection. D'abord parce qu'eux aussi sont assez souvent en famille et que voilà, on voit aussi assistance à leur famille. Okay. Et juste pour cette notion de duty of care, historiquement, elle est apparue quand d'un point de vue légal, et c'est quelque chose qui j'ai théorisé, tous les textes, mais effectivement, il y a un certain nombre de textes dans le Code du travail, dans le Code pénal qui remontent, et il y a eu des jurisprudences par rapport justement à des problèmes d'attentats, mais qui remontent à 10-20 ans. Donc, c'est effectivement… Alors, le terme duty of care n'existe peut-être pas trop. Enfin, c'est notamment justement un international SOS qui a pu un peu le familiariser, mais effectivement, c'est de plus en plus important. Et le Covid, avec effectivement ce qui s'est passé en 2020, a rajouté, je dirais, une couche dans la nécessité pour les employeurs d'être particulièrement, je dirais, au fait de tous ces sujets. Et moi, notamment, le conseil que j'ai pu donner à mes clients qui avaient particulièrement des salariés, des expatriés en Afrique, c'est… assurez-vous qu'il n'y en ait pas qui soient éventuellement un peu fragiles, sinon ceux-là, vous leur dites de revenir. Alors après, on est des fois obligé de rentrer un peu dans le secret médical, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de mobility HR managers qui, en fait, sont des fois les mamans, les nounous des expatriés et qui connaissent beaucoup de leur famille. Et clairement, effectivement, il y a eu des messages aux expatriés disant c'est ta responsabilité de rester dans le pays pour justement que cette responsabilité de l'employeur soit un peu diluée, parce qu'effectivement, moi j'ai connu malheureusement des clients qui ont eu des catastrophes avec un salarié qui avait eu le Covid, qui était en Angola, mais qui n'a pas eu le temps d'être rapatrié parce qu'il y avait aussi le problème de toutes les autorisations de pays pour l'arrivée de l'avion, etc., jusqu'à l'arrivée au Portugal, et il est mort avant. Donc, c'est vrai que ça, c'est le genre de choses qui fait que l'employeur, il devient ceinture et bretelles après. Et l'idée, c'est aussi nous, en tant que courtier, de conseiller nos employeurs pour qu'ils rentrent dans cette démarche avant le sinistre grave. Oui. C'est mieux. C'est forcément donc d'avoir une très bonne connaissance des expatriés, y compris comme des aspects personnels qui sont vraiment indispensables. Oui, alors surtout les aspects personnels, c'est plutôt les femmes, les expatriés qui nous appellent. C'est ça. Parce que l'expat, on va dire, se concentre sur sa mission professionnelle. Et c'est plutôt effectivement… et encore le cliché, c'est quand même plus l'expatrié, notamment en Afrique, et le conjoint qui est une épouse. Alors nous, on a quelques femmes expats, mais ça reste quand même effectivement majoritairement masculin. Bon, donc voilà. Et Léo, peut-être sur cette notion de duty of care alors pour moi, déjà, je trouve que Cécile, tu as assez bien résumé
le concept. Maintenant, c'est sûr qu'en tant qu'employeur, on a un devoir. On a un devoir. Quand on envoie nos collaborateurs à l'étranger, on a un devoir de s'assurer qu'ils sont au courant des mesures sanitaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que déjà, il faut se rappeler qu'on est dans un continent en Afrique où il y a des maladies qu'on ne voit pas en Europe. Il y a des vaccins qu'on doit faire et qu'on ne fait pas forcément en Europe. Je pense à la fièvre jaune. Ça, c'est quelque chose, c'est aussi le devoir de l'employeur, avant d'envoyer son collaborateur, de toute façon, pour qu'il accède au territoire, il lui faut ce vaccin. Ça, c'est quelque chose de très important. À savoir que ce vaccin, aujourd'hui, on dit qu'il a une durée de validité de 10 ans. Oui. Donc, il y a des rappels à faire. Donc, ça fait partie, selon moi, d'un devoir. C'est plutôt la médecine du travail qui devrait faire ça. Maintenant, en tant qu'employeur, c'est clair que c'est un devoir de conseiller non seulement sur les mesures sanitaires, mais aussi sur les mesures de sécurité. Parce que on a des pays en Afrique où malheureusement, on n'est pas en Europe, il y a des conflits, il y a des régions qu'il faut éviter. Et donc ça aussi, selon moi, c'est quelque chose de très important. Merci. Donc, après cette introduction, donc on va s'attaquer à notre grand sujet qui est donc d'abord la CFE et ses évolutions. Alors, ce que je dois dire, c'est que j'avais discuté donc avec Cécile qui avait évoqué avec moi un certain nombre d'évolutions de la CFE, et tout à l'heure, lorsqu'on échangeait en aparté, vous n'étiez pas vraiment au courant et vous n'aviez pas été informé par vos différents prestataires de ce qui allait arriver, qui a son importance, parce que c'est quand même, alors je ne dirais pas révolutionnaire, mais c'est quand même un grand changement sur le mode de fonctionnement, et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs en ligne et ici seront intéressés. Donc Cécile, je vous propose de vous laisser la parole pour nous dire ce qui va ou est en train de changer et les implications que ça va avoir bien sûr sur la gestion de la mobilité internationale. Alors, c'est en train de changer. En fait, la CFE s'est mise dans un train de réforme depuis 2019. Il y a eu un premier changement, mais pas forcément visible, qui était la modification des modalités de remboursement pour les soins à l'étranger, sur lequel elle a souhaité se concentrer, mais en simplifiant le principe, parce que jusqu'alors, le remboursement des soins partout dans le monde était, donc par la part régime obligatoire de la CFE, était basé, comme en France, sur la fameuse base de remboursement que tout le monde connaît et connaît plus ou moins. Bon, quand on est courtier en santé, quand on est éventuellement RH sur la protection sociale, ça parle, mais c'est vrai que la base de remboursement, c'est quand même assez ésotérique, même pour un salarié en France, et encore plus effectivement quand il s'agit, quel que soit le gestionnaire qui doit rembourser, de faire une assimilation entre le soin spécifique au Vietnam et le Kodak de la nomenclature en France. Bon, bref, donc il y a eu cette évolution, et puis il y avait donc une autre évolution importante qui a pris plus de temps parce qu'elle nécessitait beaucoup de changements à différents niveaux, c'est pour les soins en France, où en fait donc la CFE a pu obtenir, parce qu'elle est quand même aussi régie par les pouvoirs publics, la possibilité donc de distribuer, faire bénéficier aux expatriés la carte vitale, pour que quand on revient en France, l'expatrié puisse bénéficier finalement le même avantage qu'un salarié français, c'est-à-dire je vais notamment à la pharmacie, j'ai pas de papier envoyé à mon gestionnaire, et éventuellement j'ai même le tiers payant, en tout cas au moins sur cette partie régime obligatoire. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est un bel avantage, mais bon, derrière ça nécessitait un certain nombre de changements, et notamment le choix par la CFE de prendre la MSA, donc la mutualité sociale agricole, comme délégataire pour gérer justement ces soins en France, avec donc soit, je dirais, le traitement par la MSA de flux venant de la carte vitale, donc automatisé comme on le connaît en France avec la sécurité sociale. Donc quand c'est automatisé, généralement, ça va plutôt bien et rapidement, soit pour les salariés qui n'auraient pas pu utiliser leur carte vitale chez le pharmacien ou le médecin, ça veut dire un envoi
d'une feuille de soins traitée par la MSA, qui soit passée par la CFE. Donc là, pour le coup, avec un circuit quand même plus long. Et puis, on ne connaît pas forcément tous personnellement la MSA, mais bon, la réputation de la MSA n'est pas forcément d'être le gestionnaire le plus rapide. Et surtout qu'entre-temps, enfin, entre le début des réformes que la CFE a prévues et puis finalement la fin de toute cette partie projet, il s'est avéré que le système actuel de ce qu'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire un salarié, il s'adresse normalement à son gestionnaire complémentaire, hein, puisqu'il y a toujours une garantie complémentaire à la CFE, enfin toujours en tout cas pour les entreprises. Donc le salarié, il envoie ses papiers actuellement à ce gestionnaire complémentaire qui fait ses petites affaires avec la CFE et qui fait un remboursement unique à l'assuré. Et là, le fait de passer à la MSA, ça veut dire un premier remboursement de la part régime obligatoire par la MSA CFE, on va dire, à l'assuré, et ensuite un deuxième remboursement. Donc là, on se dit, ça commence à devenir un peu compliqué. Surtout que la carte vitale, c'est bien quand on peut l'utiliser partout. Et en fait, nous, en tant que gestionnaire complémentaire, on a suivi ça depuis 2020 maintenant, parce que ça a vraiment commencé à se mettre en place chez la CFE depuis 2020. Aujourd'hui, on n'a pas encore un taux d'équipement par les professionnels de santé du logiciel qui lie la carte vitale spéciale CFE suffisant. Alors, les pharmacies, oui. Ah, d'accord, parce que c'est une carte vitale entre guillemets spéciale. Spéciale CFE, qui veut dire qu'il faut la fabriquer, ce qui veut dire qu'aussi, on demande aux assurés d'avoir une adresse française en France, de fournir une photo. Donc, il y a quand même, voilà, c'est pas juste, tu gardes ta carte vitale. Alors, il est possible, effectivement, que ceux qui seraient partis il n'y a pas longtemps, qui ont gardé leur carte vitale, elle n'ait pas été débranchée, entre guillemets, et donc pour cela, la mutation de la carte vitale est possible. Donc ça, c'est une opération un peu transparente pour le salarié. Mais s'il est parti depuis 2-3 ans, et on a quand même un certain nombre d'expats depuis longtemps, il faut repartir à zéro. Et donc nous, chez Willis Towers Watson, grâce à moi aussi, le gestionnaire, on n'a pas encore lancé ces opérations parce qu'au passage, ça nécessitait, vu les changements de flux financiers, un certain nombre de modifications, etc., des contraintes imposées par la MSA sur le traitement des demandes de remboursement. Bref, quand on va effectivement communiquer auprès des entreprises et des assurés, on a prévu 4 emails différents qui viennent de la MSA, de la CFE, de nous-mêmes, pour tout leur expliquer, pour qu'ils aient bien compris qu'il faut qu'ils fournissent des éléments à la CFE, qu'ils aient une adresse en France pour recevoir la carte vitale qui doit être fabriquée. Donc voilà, il y a une certaine lourdeur, alors que c'est vrai qu'au début, on trouvait c'est sympa, on pourra utiliser la carte vitale comme ailleurs. Et qu'est-ce qui a donc ça c'est en 2020 que ça a été. Alors oui, voilà. Enfin, il y a eu un démarrage en 2020. Et qu'est-ce qui a motivé ces changements? C'est parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient moins bien. Ou c'était plus l'idée de pouvoir offrir je pense que la MSA effectivement, la CFE voulait se concentrer de toute manière sur les soins à l'étranger où elle a une vraie valeur ajoutée par rapport effectivement à une caisse Sécu France. Bon après, je n'étais pas au sein de ceux qui ont décidé de choisir la MSA. Il y a dû avoir aussi un aspect financier, de rentabilité, clairement. Voilà. Et puis après, des problèmes informatiques qui ont compliqué les choses avec des contraintes fortes imposées aux gestionnaires complémentaires qui fait que, alors, donc pour MSH que connaît Florence, effectivement, ce changement a eu lieu à la fin de l'année dernière, mais sans qu'on ait forcément beaucoup de recul, parce que c'est surtout l'été, de toute manière, que les Français reviennent et pourront vraiment utiliser leur carte vitale. Malakoff Humanis, en tant que gestionnaire aussi, a passé le pas à la fin de l'année dernière. D'autres comme nous, mais aussi des grands comme NR, effectivement, sont pour le moment en attente, mais parce qu'aussi on espère qu'il y ait un maximum de professionnels de santé équipés de ce logiciel, parce que pour le coup, ça sera quand même beaucoup plus simple, même si, de toute manière, à partir du moment où ça passe par la MSA, il y a forcément 2 règlements. Donc, ça peut être pour ceux qui suivent, et notamment les épouses, qui, des fois, sont à la manœuvre pour faire le suivi des dépenses de santé et leur remboursement. Il y aura un suivi comptable un peu plus complexe. Il y aura 2 remboursements pour une même facture.
Du coup, ça m'appelle une question. Oui. Est-ce que du coup, ils ne vont pas leur faire le coup aussi du médecin traitant? Parce que Alors, c'est quasiment automatique. Sauf que le médecin traitant, ça va quand on est présent en France, 365 jours sur 365. Quand on revient en France uniquement pour les congés, Non, mais peut-être, est-ce que ce n'est pas un corollaire de la carte vitale? Parce que moi, quand je suis rentrée de l'étranger, j'ai dû trouver un médecin traitant. Ce n'est pas toujours évident. Mais rentrer de l'étranger, quand vous avez retrouvé vraiment un statut de résident en France à la sécurité sociale. Mais du coup, est-ce qu'on ne va pas leur demander, ça ne va pas aller avec la carte vitale? Je ne pense pas. Tant qu'il est expatrié, qu'il fait des allers-retours, parce que donc, la CFE prend en charge les soins en France, mais c'est sur des périodes limitées, je crois, à 3 mois, ce qui fait déjà des longs congés. Donc, non, je ne pense pas qu'ils iront jusque-là. Pour vous, Florence, donc, vous avez un certain nombre, une bonne moitié de vos expatriés qui sont au régime CFE. Est-ce que c'est un système qui fonctionne bien jusqu'à présent? Est-ce que vous considérez que ça fonctionne bien ou bien il est quand même… Sans la carte vitale? Sans la carte vitale. Pour l'instant, oui. Alors, avant, oui, ça ne fonctionnait pas bien. D'accord. On n'a jamais eu de… Oui, parce que MSH, le guichet unique… Exactement, oui. C'était, même pour la gestion, on va dire, de nos expatriés, ça paraissait, la gestion, les demandes de remboursement, on n'a jamais eu de soucis. Hein. Ouais. Voilà. Donc, bon. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Mais… Voilà, mais bon, on appliquera ce qui doit se faire, mais l'idée, voilà. Mais par contre, c'est clair qu'il faudra nécessairement communiquer et expliquer à nos collaborateurs. Ouais. Ouais. Et là, le courtier est là pour accompagner bien sûr, les clients. Et est-ce qu'il y a une contrainte là de temps? C'est-à-dire que en gros, il faut que avant 2023 ou au départ, ça devait être en 2020, voilà. Et puis bon, les difficultés informatiques, les besoins d'évolution côté gestionnaire complémentaire fait que il y a eu un délai supplémentaire qui s'est donné jusqu'à fin 2021 et maintenant 2022. Et bon, là, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de nouveau report, quitte effectivement à ce que ça soit un petit peu difficile au début en fonction, je dirais, des taux d'équipement. Parce que, bon, ce que nous a expliqué quand même la CFE, c'est qu'il y a quand même des comment ça s'appelle ceux qui équipent, les logiciels qui changent les logiciels par profession de santé. Il y a des fois un grand changement tous les 3 ans, une mise à jour qui fait que là, forcément, ça intégrera ce changement. Et donc, au bout du compte, on devrait avoir effectivement pas loin de 100% de taux d'équipement pour les professionnels de santé. Donc, au bout du compte, quand même, l'intérêt, c'est un service plus facile pour les salariés, plus de papier, du tiers payant. Donc, mais voilà, il y a des phases un peu préliminaires plus compliquées, quoi. Et d'ailleurs, on a une estimation du nombre d'affiliés à la CFE, plus ou moins, ou même grossièrement. On parle de centaines de milliers de personnes. Alors, sachant qu'il y a 400 000. Oui, parce que 400 000, sachant qu'il y a quand même 2 populations. Il y a les salariés couverts via leur entreprise qui ont un régime complémentaire par ailleurs et qui peuvent être amenés à bouger à droite, à gauche. Et puis, on a quand même de l'individuel et notamment des retraités qui choisissent des contrées plus douces pour différentes raisons, que ce soit fiscales ou pour le climat. Je pense au Portugal, le Maroc aussi, sans doute. Et effectivement, donc, ils vont faire le choix passer leur retraite là-bas et forcément, ils seront bien contents de conserver effectivement ce lien avec la France et avec donc un régime de santé à la française qui leur permet aussi de faire des allers-retours et notamment voilà, pour des soins qu'ils ne pourraient pas faire aussi dans le pays qu'ils ont élu. D'accord. Mais cette réforme concerne donc le module santé, mais est-ce que ça va aussi avoir un impact même indirect sur les questions de retraite, accidents, etc. Ou bien Pour le moment, ils se sont vraiment concentrés sur les sujets santé. Pour le moment, effectivement, sur tous les autres risques, que ce soit la retraite,
la prévoyance, vie privée ou accident du travail, maladie professionnelle, ils suivent vraiment la France, tout ce qui est prestations prévues par la sécurité sociale. Et c'est ce qui fait, je dirais, vraiment l'atout de la CFE et le fait qu'effectivement la CFE soit choisie par beaucoup de Français, par beaucoup d'entreprises pour leurs Français, hein, quitte à avoir effectivement pour les non-Français des régimes qui ne passent pas par la CFE. C'est qu'un Français qui part à l'étranger, je dirais, il est rassuré, il aura la même retraite, il aura le même régime accident du travail, invalidité viagère, le cas échéant, que quand il était en France. Et donc, on le sait quand même tous, en tant que Français, on a quand même une protection sociale très développée. On voit d'ailleurs que ça fait quelques déficits derrière, mais voilà, on est bien contents tous de l'avoir. Et donc, c'est un vrai, je dirais, plus que l'entreprise va proposer aux salariés qui partent de la France. Donc après, il y aura des petits désavantages de gestion de façon temporaire au moins, mais je pense qu'effectivement, au moins, il y a cette protection comme en France qui est très importante. Florence, vous, par exemple, alors, donc, la CFE va concerner vos expatriés français, mais si, par exemple, vous avez un expatrié français qui vous dit « Non, mais moi, la question, la CFE, moi, je veux, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, je pars pour 25 ans d'expatriation », vous lui laissez le choix ou bien… Oui. D'accord. Oui, on a le cas, on a des expatriés qui sont expatriés depuis des années et qui… sont parfois même ont des conjoints de nationalité africaine et donc ils vont rester en Afrique. Eux, effectivement, la CFE ne les intéresse plus. Et donc, dans ces cas-là, on les fait adhérer comme nos ressortissants non français, c'est-à-dire au premier euro chez MSH. D'accord. Donc, il y a vraiment une liberté de choix côté. Oui. Mais il est vrai que, par contre, les expatriés français, on va dire plus classiques, sont très attachés à rester adhérer à la CFE pendant leur expatriation. Parce que finalement, sur quel point, qu'est-ce qui les attache le plus? C'est la partie retraite, la partie sécurité sociale ou, je dirais tout. C'est le fait de rester au régime général de la France. Voilà. Et se dire que quand ils vont rentrer, il n'y aura pas eu de rupture. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez aussi entre guillemets, une clientèle plus individuelle, c'est-à-dire parce qu'il y a un certain nombre aussi d'expatriés français qui vont être employés par des entreprises anglo-saxonnes ou panafricaines et donc qui vont offrir soit des solutions effectivement 100% privées, soit parfois dire comme ça se fait, nous on le voit assez récemment, de donner une enveloppe et puis la personne fait un peu ce qu'elle veut avec. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est constant, qui se développe? Enfin, vous avez ce type de demande? Oui, ça se développe. Maintenant, sur Ross Watson, on est vraiment très peu sur ce segment. Voilà, on est sur une solution entreprise, de la PME à la très grande entreprise, que ce soit sur la partie santé, prévoyance ou IARD. On a vraiment tout le scope des entreprises, mais voilà, on fait peu d'individuels. Il y a des spécialistes pour ça. C'est aussi le cas de MSH, d'autres, avec qui d'ailleurs, des fois, on travaille parce qu'on sait qu'on n'a pas les meilleures solutions. Est-ce que vous, chez Ascoma, vous avez ces solutions aussi individuelles qui sont possibles? D'accord. Absolument. Alors nous, l'avantage, c'est qu'on a les deux. On peut soit offrir des produits collectifs, soit offrir des produits individuels. Et les produits individuels, on est en train de lancer des partenariats avec des acteurs internationaux pour justement offrir des couvertures qui sont au-delà de ce qu'on offre aujourd'hui en Afrique. Donc, au-delà des couvertures locales. Donc, des couvertures avec des plafonds beaucoup plus élevés, des couvertures avec une zone géographique beaucoup plus étendue et avec, bien évidemment, un accès tiers payant. D'accord. Alors, justement, donc ça nous permet de faire une transition. Alors, juste avant, est-ce qu'on a des questions sur les deux premiers? Non, c'est bon? Okay. Oui, Stéphane. Une question, parce que là, on parle d'expats. Les expats, ceux qui sont des anciens d'Afrique, on pense tout de suite aux Français qu'on voit, etc. Mais aujourd'hui, les expatriés, ça couvre autre chose, et en particulier les binationaux, qui peuvent être donc, qui sont recrutés, qui sont français, qui sont recrutés en France et qui sont envoyés dans leur pays dit d'origine. On peut en parler parce que l'histoire du retour, ce n'est pas évident. Comment sont-ils traités? Ils rentrent dans le même régime que les expats classiques ou il y a un régime spécial? Alors, Florence, est-ce que vous avez ce cas-là chez vous?
soit ils sont vraiment, soit ils ont. Pardon ? S'ils sont éligibles à. Bah oui, à la CFE, tout dépend s'ils sont éligibles ou pas à la CFE. S'ils sont éligibles à la CFE et que souhaitent rester à la CFE parce qu'ils savent que, ils vont faire quelques années d'expatriation et ensuite ils rentreront en France, on va les inscrire à la CFE. Par contre, on a là on fait pas, maintenant on fait, je dirais même moins d'expatriation de France en Afrique, compte tenu du coût, mais on fait énormément d'expatriation de pays à pays. Et là, dans ces cas-là, on les fait adhérer à MSH au premier euro. D'accord. Ouais. Non, mais c'est exactement ma question. Ah. Pour moi, la question, elle peut se poser en revanche dans le cas de détachement. Parce que si vous avez une convention bilatérale, on ne fait pas de cas de nationalité. Et c'est souvent un sujet parce que les sécurités sociales locales considèrent que le salarié qui rentre dans son pays d'origine, en fait, doit être rattaché à la sécurité sociale locale, ce qui peut poser des difficultés de rattachement. Alors, nous, on a fait du détachement à quelques reprises et j'avoue qu'on a arrêté parce que franchement, c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à mettre en place. C'est très compliqué de gérer les éventuels renouvellements. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a arrêté. Merci. Donc oui, les détachements, c'est fini. Mais c'était compliqué, quoi. D'un point de vue législatif, d'un point de vue. Oui, à mettre. Oui, voilà, oui. Oui, puis bon, c'est un coût quand même, le détachement. C'est pas neuf. Et honnêtement, oui, détacher un collaborateur, ça nécessite. X communication avec le CLES, c'est pas quelque chose de rodé, non, pas du tout. Et puis ça a notamment un coût parce qu'effectivement, c'est pas parce que la personne reste à la Sécu qu'on va lui trouver une solution complément Sécu parce que ça va pas du tout être adapté, sauf à ce qu'il attend effectivement avec le formulaire, remboursement de soins à l'étranger, de façon faire rembourser par la Sécu puis par la Mutuelle France. Donc généralement, il va garder la Sécu, garder la mutuelle, parce que le détaché n'est pas une catégorie objective qui fait qu'il reste sur la Mutuelle France. Et en plus, il a un premier euro. Donc là effectivement, le coût, on le voit bien. Exactement. Okay. Donc, transition avec Elio sur, donc en effet, notre partie principale qui va être de voir les avantages et les inconvénients des différentes solutions. Donc là, on a abordé les évolutions de la CFE à venir. Donc, vous, Elios, chez Ascoma, vous êtes plutôt sur des solutions, on va dire, assez décentralisées. C'est ce que vous me disiez. Absolument. Donc, Ascoma, c'est une présence dans 23 filiales. C'est des opérations dans les 23 filiales. Quand je dis opération, c'est de la configuration de la police dans le système jusqu'à l'émission des cartes. C'est des médecins présents, c'est 70 médecins Ascoma présents dans ces 23 pays qui sont là pour justement les collaborateurs. C'est un réseau de 3500 prestataires, c'est une présence justement de proximité qu'on offre aujourd'hui à nos clients. Donc, à savoir qu'on est le premier courtier indépendant en Afrique subsaharienne, contrairement aux gros courtiers comme Willis, par exemple, ou sans citer d'autres. Mais là, dans le cas, par exemple, d'un expatrié qui serait Ascoma, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'établissements dédiés sur place, et puis ensuite, quand il est en France ou dans n'importe quel autre pays, tout ça aussi fonctionne sur un mode de remboursement classique. Alors, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. Si c'est des urgences, bien évidemment, on fait jouer la clause d'assistance, et c'est l'assistance qui va justement fournir la lettre de garantie. Si c'est une personne tout simplement qui est à l'étranger et qui a dans sa couverture, parce qu'il faut préciser que dans la couverture, il y a un tableau de garantie, et dans le tableau de garantie, il y a une zone de couverture. Une zone de couverture, ça peut être, par exemple, que le territoire où il est aujourd'hui en mission, mais ça peut être aussi son pays d'origine. Donc, en l'occurrence, si il travaille, par exemple, pour Optorg et il est missionné par Optorg France, en l'occurrence, il aura une couverture en France, et cette couverture sera une couverture sur remboursement. Pourquoi sur remboursement? Parce qu'aujourd'hui, la majorité
En général, quand on est expatrié, on risque la plupart des, je dirais, des mouvements sont souvent sur du outpatient. Donc, tout ce qui tourne autour de prescription des médicaments, pharmacie, etc. Et l'avantage, c'est étant localement dans ce pays et on a besoin de médicaments, etc., on se déplace avec la carte Ascoma dans la pharmacie et on récupère nos médicaments. On se fait très peu hospitaliser. Donc, les hospitalisations sont moins nombreuses en termes d'actes. Et en général, les hospitalisations, on a deux solutions. Soit on appelle nous-mêmes et on fait des accords avec les prestataires dans le pays d'origine. Et dans ce cas, ça se fait au cas par cas, soit on passe par le remboursement. Mais tout ça, ça se prévoit, ça s'organise, ça s'arrange. Et justement, j'ai une question à ce sujet-là. Sur ce réseau de 3500 prestataires, quelle est la proportion des prestataires avec lesquels vous avez des accords de tiers payants? Tous. Quand je dis on a un réseau de 3500 prestataires, on a 3500 conventions aujourd'hui avec nos hôpitaux, nos pharmacies. Donc, c'est du tiers payant sur l'outpatient et le inpatient. Et le inpatient, absolument. D'accord. Absolument. Absolument. Alors peut-être que juste inpatient, outpatient pour les néophytes. C'est hospitalisation et outpatient, c'est tout ce qui tourne autour de l'ambulatoire. Donc ça peut être tout ce qui est radiologie, tout ce qui tourne autour de prescription des médicaments, consultation, optique, dentisterie. Voilà. Oui, vous vouliez dire quelque chose Après là, c'est très axé sur l'Afrique. Est-ce que vous avez du tiers payant aussi en dehors du continent? Surtout pour les cas graves, je ne sais pas. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, notre tiers payant, il est axé sur l'Afrique puisqu'on a des conventions justement avec tous ces prestataires. Quand on a des cas qui ont lieu en dehors d'Afrique, si c'est des urgences, ça passe à travers l'assistance, donc les prises en charge se font et les lettres de garantie se font, donc c'est du tiers payant. Et si c'est du pré-programmé, on peut soit le faire manuellement, donc donner des prises en charge manuelles, donc appeler le prestataire et nous-mêmes faire justement donner la prise en charge, se mettre d'accord justement avec le prestataire. Donc, vous avez des couvertures locales, mais qui permettent, avec des limites, j'imagine, la prise en charge des soins non seulement inopinés, mais programmés à l'étranger, mais avec un cadre peut-être plus restrictif que la couverture expat qu'on connaît plus à la mode française, où on est 100% des frais réels, sans limite en hospitalisation, ce genre de choses. Absolument. À savoir que nous, aujourd'hui, à Ascoma, c'est 600 000 à peu près assurés, donc 600 000 bénéficiaires. Et sur les 600 000, on n'a pas beaucoup d'expatriés, justement. Donc, c'est plutôt de la population locale. Ça, je tiens. C'est pour ça qu'on n'a pas… Et même les offres de services qu'on trouvait en Afrique, c'est complètement différent des offres de services qu'on a retrouvées avec les acteurs européens. Donc, c'est vrai que c'est bien que tu parlais de l'assistance. C'est vrai que nous, je parle des contrats d'assistance qu'on met en place depuis, on va dire, la France. C'est l'assistance pure et dure. Après, c'est le gestionnaire qui va prendre en charge. Mais c'est bien, c'est une autre façon de trouver des solutions. Et c'est vrai que je trouve ça, en tout cas, très intéressant de voir les différentes offres aussi qu'on peut trouver au niveau local en Afrique et aussi depuis la France. Et c'est vrai que là, la question se pose sur qu'est-ce qui est mieux pour les expatriés. Vous, donc côté oui. Il y a une question, si je peux juste. Alors, bonjour, c'est donc Julien Correct qui est le DRH de Somnia. Alors, bonjour Julien. Alors, comment localement jongler avec l'obligation d'affilier aussi les expatriés Code CIMA, couverture prise en charge par l'entité locale en plus des couvertures expatriées? Alors, qui veut répondre? En fait, nous, effectivement, nos expatriés, localement, il est obligé, il y a une obligation de les faire cotiser au régime, alors que ce soit la CNPS ou la CNSS, peu importe, des pays. Par contre, en fait, ils ne font jamais jouer leur remboursement sur ces… Dans le pays, oui, exactement. Oui, jamais. C'est comme on a… C'est juste l'obligation de cotiser. C'est ça, on a ça aussi à Dubaï ou à Abu Dhabi, où il y a un certain nombre de couvertures uniques qui font, je dirais, l'obligation locale et l'international, mais avec les interdits qu'on connaît, c'est compliqué, et donc on a beaucoup, effectivement,
couverture locale qui, heureusement, dans certains cas, peut être minimum et donc un coût faible. Et puis, en fait, c'est uniquement le plan international qui sera utilisé. C'est l'implémentation de l'assurance obligatoire. Donc, tu as évoqué le cas de Dubaï. Ce qui se passe en général, c'est que justement, ils prennent la couverture la plus minimale, qui n'est jamais d'ailleurs utilisée. C'est juste pour des questions. Pour les Émirats Arabes Unis, par exemple, c'est juste pour des questions pour l'obtention du visa de la ICAMA, comme on appelle ça. On a besoin de souscrire à une assurance locale, mais en général, l'employeur il prend une assurance minime et par la suite, il passe par. Oui. Ouais. Tu vois, parce que les bases de remboursement sont très. n'ont rien à voir. Donc, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a en Afrique des pays qui ont des conventions sur la sécurité sociale avec l'État français et qui pourraient permettre, comme en Europe, lorsqu'on a notre carte UE, finalement, de se présenter dans un établissement? Je ne sais pas comment dire, la carte Europe, la CA, carte africaine, ça n'existe pas. Bon, maintenant, effectivement, il y a des systèmes de détachement possibles d'un pays à l'autre, mais comme vous le disiez, Florence, le détachement, c'est très compliqué. Il existe un certain nombre de conventions bilatérales de sécu entre la France et un certain nombre de pays en Afrique. En tout cas, nous, on a eu quelques expériences. C'était compliqué, vraiment. Et on avait, le retour des collaborateurs qui étaient détachés, c'était on n'a pas été remboursé, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'était. Là où le détachement marche quand même un peu mieux, c'est justement l'Union européenne, parce qu'il y a aussi la carte. Voilà, mais c'est vrai qu'au-delà, on n'utilise pas vraiment trop le système. D'accord. Donc, effectivement, le fait d'avoir une convention, finalement, n'a pas servir à grand-chose si on se retrouve dans un pays de. Mais oui, détaché. Et vous, donc, Florence, voilà. Et sur ces questions, justement, dont parlait Elio, là, de 100% local, donc vous, sur la partie des expatriés, donc non CFE, vous êtes sur des solutions plutôt locales, plutôt. Comment ça se passe? Pour des expatriés? Oui. Pour des expatriés qui seraient non ressortissants français, ils sont MSH international au premier rôle. Avec des garanties similaires, exactement, qui font CFE plus complément CFE. Oui, voilà, exactement. Vraiment identique. Et avec un traitement facile, ça part. Ils gèrent eux-mêmes leur remboursement, ça part sur une plateforme message. Pour nous, c'est transparent. D'accord. On a juste en fait la présentation du compte de résultat de message chaque année, où là on voit effectivement les remboursements ou qui a eu lieu, qui ont généré des coûts dans l'année. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'on a une idée, même, par exemple dans votre cas, même un peu approximative, mais du coût entreprise entre la solution CFE et la solution MSH? Oui. Oui, absolument. Donc, par exemple, un expat français qui serait donc CFE, alors on va dire maladie et MSH. Alors, on a deux solutions, que ce soit avec MSH famille ou ce qu'on appelle isolé. Donc, pour famille, c'est un coût d'environ 5 000 € par an. Et isolé, c'est environ 3 500 €. Ça, c'est le complément CFE, exactement. Sans compter la cotisation CFE. Oui, effectivement. Et au premier euro, on sera sur du 1 500 en isolé et 3 000, un petit peu plus de 3 500 € sur de la famille. Ça doit être l'inverse. Parce que là, vous avez indiqué des coûts plus bas sur le premier euro. Le premier euro est plus cher sur l'assurance complémentaire, ce qui est normal. Ah oui, en isolé, oui. D'accord, donc vous disiez c'est à peu près 5 000 € avec la solution CFE pour la famille, 3 500 € pour un individu. Et au premier euro, donc, on est sur 1 500 € de plus. La CFE vient s'ajouter à la complémentaire. C'est cher. Oui. Là, vous parlez uniquement de la partie santé. C'est également la retraite, la maladie. Là, vous parlez de la santé. Là, c'est la maladie. Okay. Oui. De toute façon,
La vieillesse, c'est une cotisation à part trimestrielle. C'est uniquement sur la partie santé. Oui, juste la partie santé. Sachant que la cotisation CFE pour la santé inclut quand même aussi la partie invalidité hors AT-MP, ce qui fait que les comparatifs sont compliqués d'ailleurs. Et moi, justement, j'ai fait un comparatif récemment. Alors, sur un produit entre ce que coûte la version CFE, c'est en prenant la cotisation CFE qui inclut l'invalidité et le complément CFE, comparé au premier euro sur les mêmes garanties, et ben, suivant les situations, c'est le pays, l'âge, la formule, il y en a un qui est plus cher ou pas. Enfin, on n'est pas toujours dans le même système CFE plus cher. Une question. Donc, en réalité, la cotisation CFE que mentionnait Florence, elle prévoit à la fois l'assurance maladie et l'assurance décès invalidité. Alors, en fait, il y a un module qui s'appelle maladie, maternité, invalidité, qui inclut effectivement la partie rente d'invalidité. Et pour pouvoir avoir en plus l'indemnité journalière, donc pour l'incapacité temporaire, hors AT-MP toujours, il faut rajouter quelques 60 € par trimestre. Et puis, ça couvre aussi la toute petite couverture d'essai de la sécurité sociale quand on n'est pas en AT-MP, qui vous offre royalement 3 plafonds mensuels de la sécurité sociale, c'est-à-dire pas grand-chose. D'accord. OK. Et donc, pour vous, ce que vous disiez, c'est que finalement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne solution, en fait. Il faut faire l'étude au courtier, effectivement, de faire une double tarification aux assureurs en leur demandant soit du premier euro, soit du complément CFE. Maintenant, effectivement, même si éventuellement le système CFE plus complément CFE est plus coûteux, il y a quand même... on parlait de la carte vitale, ce n'est pas forcément pour le moment vraiment un avantage, mais il y a quand même beaucoup d'avantages effectivement à être sur ce fonctionnement, parce qu'effectivement, l'expatrié il est rassuré, il aura exactement les mêmes garanties, la même protection que quand il était en France. Et puis, c'est pour le retour en France qui sera facilité, parce que notamment, je dirais, la récupération, justement, carte vitale, maintenant, ça sera encore plus facile, parce que j'imagine qu'il pourra juste la muter, alors qu'effectivement, quelqu'un qui est parti en Afrique pendant des années, retrouver sa carte vitale, il n'aura pas quand il revient en France, qu'il retravaille en France dès le premier jour, il n'aura pas de délai de carence. Mais avant de pouvoir vraiment l'utiliser et d'être remboursé, il va avancer un peu de frais. Et puis surtout, le problème, effectivement, de ne pas avoir été à la CFE pendant son expatriation, c'est sur l'arrêt de travail hors AT-MP, toujours, où il y a des délais de carence pour pouvoir commencer effectivement à bénéficier de la sécurité sociale, même en ayant cotisé au premier jour. Donc, c'est vrai que je n'ai pas dit au début que du bien de la CFE, mais d'un autre côté, je reconnais effectivement les grands atouts qu'elle a, et qui fait effectivement, c'est le choix de beaucoup d'entreprises. Juste une question. Le fait que ce soit la MSA, justement, ce n'est pas la même que pour les salariés d'entreprise. Quand il va revenir, il dépendra tout de la MSA. Oui, mais au moins, il aura la carte vitale et non, tout ça, ça coordonne de caisse à caisse. Je ne sais pas, quand vous revenez, vous avez des surprises. Mais ça sera quand même toujours plus facile que quand vous n'aviez plus rien, parce que vous aviez une assurance au premier euro. Mais voilà, on n'a pas encore vécu effectivement les gens qui seront passés par la MSA, qui dans 2 ans reviendront en France. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Et là, donc là, on a vu quand même les avantages de rester à la CFE. Bon, alors les inconvénients, si je puis dire, ou les difficultés. Alors bon, on a vu le côté un petit peu tortueux là de ce qui va arriver, un peu sinueux. Est-ce qu'il y a justement, il y a aussi quelques inconvénients Non, sauf éventuellement le coût, mais voilà, qui va vraiment dépendre, encore une fois, il faut faire l'étude en fonction du pays, en fonction de l'âge du groupe. Il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en jeu et qui seront différents suivant qu'on parle de la CFE ou de ce que va faire l'assureur privé. C'est-à-dire que la CFE, elle fait payer la même chose pour un salarié qui est envoyé en Afrique ou aux États-Unis.
Alors que l'assureur privé, il fera pas du tout la même chose. Ça va être au moins du simple au double. Et donc, si l'assureur intervient en complément de la CFE, le simple ou double ne se fera que sur une partie de la cotisation. S'il est au premier euro, ça sera évidemment sur toute la partie. Donc, c'est là où finalement le premier euro pourrait être plus cher pour des pays coûteux. En revanche, voilà, il faut vraiment faire l'exercice d'un groupe à l'autre, d'un régime à l'autre. Il peut y avoir des implications, des conséquences différentes. Et Léo, justement, donc ce que vous disiez, donc l'avantage des solutions locales, c'est la proximité, c'est la présence physique. Et puis aussi, en termes de coûts, les primes sont adaptées bien évidemment aux tarifs locaux. Donc déjà, à savoir qu'en Afrique, c'est réglementé. Donc on a un barème des prestations avec des tarifs fixes. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple en termes de coûts parce que, comme l'a dit Cécile tout à l'heure, se faire soigner en Afrique et se faire soigner aux États-Unis, ça n'a pas le même coût. Donc en termes d'évaluation du risque, c'est pas la même chose aussi. Donc c'est sûr que ça a ses avantages quand il y a des personnes qui sont plutôt locales, des expats qui justement ont pris la décision de s'installer et de ne plus devenir expat et de passer justement en contrat local. Donc ça a ses avantages. Ça a peut-être ses inconvénients si la personne, en l'occurrence, prévoit de retourner en France. Voilà, c'est deux solutions. C'est deux solutions, c'est débattable. Et donc vous, oui, Florence, chez Optor, donc c'est finalement ce double système qu'on convient bien finalement. Enfin, oui. Oui. En tout cas, à ce jour, oui, ça fonctionne très bien. On n'a pas de. Franchement, je n'ai pas en tête de dossiers sur lesquels on a été franchement appelé en disant non, là, ça ne fonctionne pas, on n'est jamais remboursé. Donc, une fois que les expatriés ont créé leur espace sur la plateforme MSH, ils gèrent leur remboursement tout seul comme les grands, c'est parfait. Et oui, alors Cécile, quand on s'était parlé, vous m'aviez aussi parlé du lien invalidité-retraite qui faisait que la solution CFE, sur la CFE avait un… Donc, c'est de quoi il s'agit en fait? Il s'agit du fait que donc, quand vous affiliez le salarié à l'ensemble des modules, donc maladie, maternité, et la retraite, le jour où le salarié se retrouve invalide, malheureusement ça peut arriver, donc il aura des prestations de la CFE et les trimestres pendant lesquels il sera invalide compteront quand même pour sa retraite comme en France. Alors, évidemment, il n'y aura plus la même cotisation, mais ils seront pris en compte ensuite pour la détermination de sa retraite. Alors que si il ne cotisait à la retraite, à la CFE que pour la retraite, mais avec un choix pour tout ce qui est santé, prévoyance du premier euro, il se retrouve invalide, la CFE, elle ne connaît pas, il n'y a plus les mêmes cotisations, et à la fin, il se retrouve avec une pension de retraite qui sera différente. Alors même qu'il y a eu quand même, effectivement, la décision, la volonté de cotiser à la CFE, sauf que, évidemment, l'entreprise a un salarié invalide qui un jour n'est plus salarié, on ne va pas continuer à cotiser à la CFE comme s'il était actif pour la retraite. Donc, c'est toute la différence. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que vous cotisez ou vous préconisez de cotiser à l'assurance voyage et une assurance rapatriement spécifique? Parce que là, on parle des risques classiques, mais moi, je sais que dans la pratique de conseil, on a un panel qui est plus large. Et du coup, c'est vrai que sur la destination Afrique et sur certaines autres destinations, on préconise l'assistance voyage pour effectivement s'il y a un problème de santé au cours du vol, plus particulièrement avec le Covid, mais on le préconise quand même, et une assurance rapatriement complémentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez? C'est clairement… C'est automatiquement dans le package. C'est obligatoire. C'est nous, c'est au premier jour d'embauche. Et à la rigueur, je dirais c'est même plus important que les frais de santé, parce que s'il n'a pas sa paire de lunettes de rembourser, c'est pas très grave. En revanche, si on ne peut pas le rapatrier pour le sauver, des fois, on sauve des vies. Donc, clairement, notamment en Afrique, mais effectivement, même pour d'autres pays, tout ce qui est
assistance, rapatriement ou évacuation sanitaire, hein, c'est dans un pays proche, pour les expatriés et les voyageurs est indispensable. C'est d'ailleurs le duty of care. C'est ça, oui, on revient sur le duty of care. Donc, il y a International SOS qui est bien connu sur le secteur, mais International SOS fait la prestation, donc il faut quand même qu'il y ait un assureur derrière, un assureur pas trop cher, parce que c'est vrai qu'International SOS a des fois des coûts un peu plus élevés que les autres. Hein. Il y a d'autres solutions qui fonctionnent. Enfin, voilà, nous, clairement, on s'assure autant, je dirais, pour nos clients, du bon choix, des dispositifs en la matière, en challengeant les prestataires en place régulièrement. Justement, nous, chez Michael Page, on retrouve des expatriés, notamment sur le continent africain. S'il vous plaît. Oui, pardon. Au sein de Michael Page, nous retrouvons notamment des expatriés sur le continent africain. Et pas mal d'expatriés sont recrutés par des clients locaux qui n'ont rien à voir avec la CFE et qui leur disent vous faites un devis, on va le valoriser dans le package, dans le salaire, et puis nous, on va le valoriser dans le salaire pour que vous soyez assurés. Donc, les expatriés nous demandent quels sont le minimum de garanties que je dois prendre. Donc, bien évidemment, on pense tout de suite à la CFE, on pense tout de suite au rapatriement. À l'évacuation sanitaire. Moi, je travaille par exemple beaucoup sur Madagascar. On va évacuer principalement sur Maurice ou la Réunion. Si vous deviez donner un conseil, alors en tant que courtier ou en tant qu'assureur, c'est quoi le minimum raisonnable pour un expatrié qui veut s'assurer? Le minimum, effectivement, c'est la CFE et dans ce cas-là, prendre tous les risques, parce que donc dans ce que vous expliquez, comme en fait le salarié va être recruté localement, il ne bénéficiera pas d'un plan souscrit par une société française complète, c'est lui qui cherche à titre individuel. Donc la CFE, en tout cas en tant que Français qui prévoit, qui veut garder les avantages de la France, et donc effectivement l'assistance rapatriement. Après, une complémentaire en frais de santé et en prévoyance, c'est quand même… après, tout va dépendre du pays, de sa situation de famille. S'il part tout seul, il est jeune, il n'est pas malade, s'il meurt, entre guillemets, il n'y a pas une veuve, voilà, il peut peut-être se contenter de la CFE. Ou s'il part dans un pays vraiment pas cher, pour les frais de santé, ça peut suffire. Maintenant, dès qu'il est en famille, même en allant en Afrique, et encore plus s'il va dans un pays hors Afrique, là forcément, il y a besoin vraiment de bien couvrir les frais de santé, parce que même si effectivement pour les soins à l'étranger, donc la CFE a revu son système, c'est notamment en décidant donc pour les pays chers de réduire fortement la part en pourcentage, la part remboursée par la CFE. Donc vous êtes expatrié aux États-Unis, on parle de l'Afrique, mais on peut parler aussi des autres pays, parce qu'il y a quand même des entreprises aussi qui ont des expatriés dans plein de pays différents. Hein. La part remboursée par la CFE sur l'hospitalisation quand c'est aux États-Unis, ça peut être 10 ou 15%, là où ça pourrait être peut-être 50% en Afrique. Donc, il faut vraiment effectivement prévoir une complémentaire dès que on est en famille, un pays un peu cher, on n'est plus tout jeune, on a le premier. Voilà. Alors, sachant qu'évidemment, tout cas, quand on est à titre individuel, justement, il y a de l'antisélection qui fait qu'on va choisir l'un ou l'autre. Il y a la sélection médicale, donc c'est sûr que celui qui est un peu malade, ça va lui coûter particulièrement cher, mais il vaut mieux quand même l'assurance, clairement. L'assurance rapatriement, c'est une assurance privée ou est-ce que la CFE la propose en option? Non, il n'y a pas la CFE. Non, c'est vraiment… C'est un métier. Hein. On a une question à distance là, de Cédric Filet qui fait des prestations RH. Oui. Alors, peut-être tu peux la dire, Virginie. Dans le cadre d'une recherche individuelle, une solution de portage ne serait pas plus intéressante afin de pouvoir bénéficier de couverture groupe négociée. Donc ça, c'est Cédric Filet de Aldelia, qui d'ailleurs propose des solutions de portage. Voilà. Donc, la question est un peu orientée. La réponse est dans la question peut-être. Oui. Donc, vous voulez répondre sur ces…
On peut aussi lui donner la parole si on veut. Oui. Enfin, s'il veut nous raconter. Oui, parce qu'effectivement, ça peut permettre, avec des produits mutualisés, d'accéder à des solutions mieux-disantes, que ce soit en termes de coûts, de délai de carence, éventuellement sélection médicale. Enfin, c'est vrai que dès qu'on est sur du collectif, on a quand même un autre panel de solutions. Ça dépend aussi peut-être de la durée du contrat. Si on sait que c'est plutôt pour une mission, le portage est adapté. Si on se dit que c'est pour 18 mois, 24 mois, 3 ans, pas si c'est défini dans le temps. Si c'est aller rejoindre une société étrangère, là, il faut quand même s'adapter au contrat proposé par la société étrangère dans le pays. Virgile, est-ce que c'est. Non, il n'y a pas. Bon, donc, oui, non, parce que alors, pour rebondir, c'est vrai que nous, comme le disait Mehdi, nous, ce qu'on voit beaucoup, et ça fait partie de ce duty of care, certaines entreprises veulent un peu s'en débarrasser. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, l'évolution qu'on a pu voir, c'est qu'en effet, certaines entreprises restent très protectrices et veulent justement maîtriser ça pour pouvoir, pour pas que les gens fassent n'importe quoi. Mais on a alors aussi un certain nombre d'entreprises, alors plutôt dans le monde, on va dire, anglo-saxon, mais qui effectivement, c'est un peu ce dont on parlait, vont être sur des solutions du tout cash. Et puis en gros, c'est pas mon problème. Oui, voilà. Mais il ne doit pas y avoir. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui existait il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'on est assez sollicité. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure des solutions individuelles, même si c'est pas voilà. C'est qu'on est effectivement assez sollicité par des individus qui sont un peu perdus parce qu'ils ont pendant 10 ans été, ils s'en sont pas préoccupés, en gros, parce qu'on s'en occupait pour eux, et puis qui sont un peu désarçonnés. Alors à la fois parce que tout d'un coup ils se rendent compte que en fait ça coûte cher, enfin en tout cas plus qu'ils ne le pensaient, et puis parce qu'effectivement ils sont un peu désorientés sur tous ces aspects, puisque effectivement la CFE a cet avantage de couvrir, on va dire, un certain nombre d'éléments, et où en effet là il faut aller peut-être à plusieurs portes. Est-ce que ça, vous avez peut-être des anciens experts qui sont partis et puis qui l'ont regretté, qui ont regretté d'être bien couverts, ou est-ce que vous avez ou au contraire des gens qui voudraient faire quelque chose plus à la carte aujourd'hui, finalement, pas vraiment? Non, honnêtement, non. Et vous, c'est des évolutions que vous avez vues sur certaines entreprises comme ça, de vouloir un peu Sur les entreprises françaises, non. Non, parce que voilà, la réglementation est là. Après, ce qui arrive, effectivement, c'est éventuellement de réduire légèrement certaines garanties en fonction, je dirais, des coûts que ça représente sur les frais de santé, ou de revoir la politique d'expatriation, c'est-à-dire dans certains pays, on n'expatrie plus. On le disait, en Afrique, c'est compliqué. J'ai un très gros client qui envoie aussi beaucoup de monde à Cuba, Turkménistan. Donc là, le salarié, il garde un package complet d'expatriés. Et au-delà de la protection sociale, évidemment, plein d'autres choses pour l'épouse, l'école, le logement, etc. En revanche, la même entreprise, pour des personnes qui vont avoir le même type de mission, 3-4 ans, mais qui partiront au UK, Hong Kong, Australie ou US, ben là, c'est contrat local, protection sociale locale, parce que voilà, c'est plus facile parce que voilà, c'est pas les mêmes pays, c'est pas le même avancée sociale sur un certain nombre de choses, c'est plus facile effectivement de les faire passer en local, et ça permet quand même de réduire au bout du compte le coût global. Moi, j'ai comme ça des entreprises qui, même avant le Covid, ont réduit leur nombre d'expatriés de 20% en passant de 800 à 600. Hein. Et c'est vrai qu'en plus, je dirais, la pandémie n'a fait qu'accélérer ce mouvement-là, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que sur certains métiers, dans certaines entreprises, on pouvait peut-être se contenter de missions. Le Teams, ça a quand même révolutionné, même si ça ne remplace pas, mais effectivement, donc, on aura de moins en moins d'expatriés avec la belle, complète protection sociale qu'on connaît. Maintenant, il y aura quand même toujours besoin de solutions un peu internationales, parce que voilà, l'expat, il veut quand même pouvoir avoir ses soins couverts dans son pays d'origine.
Donc, il y aura d'autres solutions qui vont se développer. Il y a l'expat, clairement, qui voudra aller se faire soigner dans son pays d'origine, mais il y a aussi, ça peut être des collaborateurs de vos sociétés, des personnes locales qui, localement, malheureusement, les soins ne sont pas au niveau et donc vont demander de se faire soigner justement à l'étranger. Nous, on aide cette orientation. Bien évidemment, on n'a pas le droit de lui dire tel ou tel centre est mieux que l'autre, mais on lui donne le choix. Et voilà, c'est un peu un centre d'excellence où tu as besoin de te faire soigner et, par exemple, on n'est malheureusement pas en pointe sur telle ou telle intervention dans tel ou tel pays, on va te conseiller d'aller te faire soigner dans tel ou tel pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont locales. D'accord. Oui, on a plutôt ce mouvement que… Il y a un commentaire de Cédric Filet qui dit « Nous voyons de plus en plus de sociétés, notamment anglo-saxonnes, qui ne veulent plus gérer cette gestion des RH. Ils ne la considèrent pas comme étant dans leur cœur de métier et veulent l'outsourcer ou la transférer sur l'employé. » Voilà, oui, donc c'est justement ce qu'on… Un package. Mais c'est pas possible parce que, anglo-saxonne peut-être. Je suis avocat au cabinet de PCGR, je suis en charge de la mobilité internationale, donc je vois bien cet aspect pour la clientèle anglo-saxonne, mais en France, la réglementation est très claire. On doit prévoir une protection sociale, on revient sur la et l'employeur ne peut pas s'en exonérer. Alors, le moyen d'exonérer, ce serait d'avoir un contrat local, mais le problème, c'est que ça permet de gérer l'aspect de protection sociale. Mais d'un point de vue droit du travail, c'est contourner le système de l'expatriation et donc exposer l'employeur au risque. Et aujourd'hui, on voit que les contentieux sur la mobilité, c'est sur la protection sociale. C'est le défaut d'information de l'employeur, c'est le défaut de mise en place de garanties suffisantes, c'est le salarié qui va avoir des difficultés de relation avec les organismes, même si c'est quand même beaucoup plus à la marge. Donc l'employeur ne peut pas aujourd'hui s'en exonérer, sauf à s'exposer en risque. Et après, même en le mettant en local, on a des réglementations, par exemple à Dubaï, si je ne me trompe pas, où le package, le cash qui va être versé va finalement être intégré dans la end of service gratuity qui va être payée. Donc, ça fait exploser les coûts de rupture. Donc, ce n'est pas nécessairement opportun. Donc, il y a une vraie réflexion aspect financier et aspect juridique qui se complètent sur ces dossiers de mobilité. Il me semble qu'on avait signalé la dernière fois que quand il y avait antériorité aussi d'un contrat français, du coup, ça peut être qualifié. Oui, c'est la fameuse jurisprudence L'Oréal où effectivement on avait conclu un contrat local et la salariée a demandé la requalification de son contrat avec la France en faisant valoir un détournement de la procédure d'expatriation parce que en réalité son lien opérationnel n'avait pas changé avec la structure française. Donc ils avaient simplement cherché à contourner, mais la jurisprudence comme d'habitude vient sanctionner. D'accord. Et donc, justement, alors pour conclure, qu'est-ce que vous voyez là comme évolution? C'est toujours un peu sur les 10-15 années à venir. Là, donc, on a parlé de peut-être ce développement un peu d'un système à la carte avec ces entreprises qui veulent peut-être un peu se décharger d'un fonctionnement lourd et d'un coût. Voilà, exactement. Mais au sein des gens, vous en interne chez Optorg, là, c'est un peu de la prospective, hein, mais voilà, enfin. J'avoue que sur la partie santé, de tout ce qui est mis en place pour l'instant, pour l'instant, on reste. Ça roule. Ouais, ça roule. Le coût est supportable. Le coût est supportable. On répond à toutes les obligations en tant qu'employeur. Voilà. Non, là, on mène plutôt une réflexion sur la partie retraite. Alors, pas nécessairement les Français, parce qu'encore une fois, les Français, donc on les fait adhérer à la CAREX, les Français étant très attachés à rester au système de retraite français. Mais par exemple, pour nos expatriés qui sont inter-pays ou comme on exploite un site minier en Mauritanie, on a également des expatriés de nationalité complètement autre, type canadienne, colombienne. Là, en fait, pour l'instant, en fait, on leur verse une indemnité et à charge pour eux de reverser dans un fonds de pension, bien sûr sur justificatif. Mais voilà. Donc là, on est plutôt sur une réflexion de mettre en place un plan de retraite international. D'accord. Donc là, vous êtes sur un système un peu à la carte. Ouais, voilà, chacun fait un peu sa cuisine. Oui. Et donc là, vous aimeriez avoir justement proposé une solution. Ouais.
Parce qu'on a aussi des expatriés français, comme tout à l'heure, on parlait des expatriés qui sont français qui sont depuis très longtemps en Afrique et qui, vraisemblablement, par leur situation familiale, ne rentreront sans doute pas en France. Bon, c'est pareil, le système d'ACRIR-CAFEX, ça les intéresse pas plus, finalement. Et donc, là, on a une réflexion avec pour mettre en place un plan de retraite international et on pourrait aussi mettre cette typologie d'expatriés dedans. Ouais. Justement, moi j'avais une question sur la partie retraite, où là, le salaire va entrer en considération sur la partie retraite complémentaire et surcomplémentaire. Est-ce que pour vous, par exemple, sur TOR, donc de ce que je comprends, ce n'est pas une obligation de les assurer sur la partie complémentaire, ceux qui tout dépend de la. Alors, aujourd'hui, tout dépend de la. Si on parle de ressortissants français ou non français, les Français sont obligatoirement à la CRIR-CAFEX. D'accord. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est calculé sur un salaire de référence. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de choix. En fait. Donc, ils sont à la CFE sur la partie régime général et en complémentaire à la CRIR-CAFEX. Et ça, il n'y a pas de choix. C'est obligatoire chez nous, au premier jour d'embauche. Là, le sujet se pose plus pour donc des expatriés autres que les Français ou des Français qui ne rentreront vraisemblablement jamais en France. Ou des Français qui ont un contrat local avec des clients locaux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et là, c'est Humanis qui va prendre le relais avec des conciliations qui sont souvent très élevées. Pour la partie. Oui, alors nous, on n'a pas nos expatriés ne sont pas. En fait, les contrats des expats chez nous sont faits ainsi, c'est-à-dire qu'il y a un rattachement en contrat local pour l'obtention de tous les séjours et autres, voilà. Et puis, en fait, on gère par nos entités à Maurice toute la partie protection sociale. En fait, ils ont 2 contrats. D'accord. Oui, Elio. Pour revenir sur comment on voit justement les choses évoluer, moi, je voulais dire déjà, bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un continent qui est leader, ça n'arrête pas d'évoluer, il y a une croissance qui est impressionnante. Et on ne peut que apprendre de la maturité aujourd'hui des marchés comme en Europe, où on introduit des services qui sont aujourd'hui peut-être pas à jour, je dirais, sur le continent africain. Je pense à la télémédecine, aux produits de well-being. Donc, tout ça, ce sont des produits. On a parlé d'assistance tout à l'heure. Donc, c'est ce que j'appelle moi des riders. C'est des services en plus, en annexe, qu'on rajoute justement sur la couverture maladie. Mais il y a plein d'autres produits qu'on peut rajouter, comme le second medical opinion, qui est on a besoin d'un avis aux États-Unis, chez un spécialiste, etc. Je pense bien évidemment aux produits de well-being, qui est quelque chose qui se développe énormément en Europe. Mais de well-being, donc c'est bien-être. Donc ce sont des produits justement ce sont des produits qui sont assez développés en Europe. Parce que les mentalités aujourd'hui sont prêtes à accepter ce type de produit. Par contre, en Afrique, bon, on n'en est peut-être pas encore là. Il y a les produits. Et donc, par exemple, un exemple de solution sur la partie bien-être, ce sont des assistance psychologique, par exemple. Donc, tout ce qui concerne la santé mentale. Pas seulement la santé mentale, ça peut être également tout ce qui tourne autour du sport. Donc, donc dans les package well-being, il peut y avoir plein de services. Sur bien évidemment une application avec des points, etc. Il y a plein de produits qui sont justement aujourd'hui en train de se développer. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore là en termes de maturité. Il va falloir attendre quelques années. Mais je pense que d'ici 2-3 années, vu comment aussi les infrastructures se développent en termes de connexion, je pense, de connectivité, etc., c'est quelque chose qui va de plus en plus se démocratiser. Donc voilà, c'était juste pour répondre à votre question sur comment je vois justement les choses dans les prochaines années à venir. Juste pour, je pense à vous parliez de tout ce qui est cellule psychologique. Nous, effectivement, on a rajouté, et en fait, on l'a fait au moment de la crise du Covid, on avait rajouté l'assistance cellule psychologique sur la partie MSH. D'accord. Voilà. Avec International SOS. Oui, exactement. Ouais. Workplace Options, c'est ça, non? Oui, en fait, c'est un psychologique que je crois qu'il peut être apporté par différents canaux. Oui, absolument. En fait, c'est simplement une ouverture de dossier. Voilà. Déjà, c'est des spécialistes sur la psychologie. Et le message international passe par le Telmed. Voilà, exactement. Donc, en fait, on avait les deux solutions et des retours qu'on a eu d'ISOS récemment, en fait, certain nombre d'expatriés ont fait appel à cette cellule en ouvrant des dossiers, mais finalement,
bon, pas de cas graves, encore qu'on a eu quand même un cas qui a nécessité finalement à terme de l'assistance, mais en tout cas, ne serait-ce que pour avoir ce soutien, voilà, parce qu'il y a des expatriés, enfin, des familles d'expatriés qui se sont trouvées isolées et pas pouvoir rentrer, voilà, ouais, exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un vrai besoin. C'est un besoin et c'est du pure duty of care, surtout parce qu'en général, un expatrié, soit il est jeune, il n'est pas marié, donc il est tout seul et il se retrouve tout seul. Moi-même, j'ai eu dans ma précédente expérience un collaborateur étranger qui était en France et qui était coincé. Donc, c'était aussi, en termes de manager et surtout en termes d'RH, une obligation de s'assurer que, surtout pendant cette crise où on s'est retrouvé isolé, etc. Donc, ça rejoint complètement le premier sujet. C'est sûr que le psychologique a pris une ampleur énorme ces dernières années. Donc moi, je l'ai vu surtout effectivement à travers une demande des clients d'augmenter dans les garanties frais de santé le nombre de consultations possibles. Parce qu'en revanche, effectivement, les produits à l'anglo-saxonne type Employee Assistance Programme, on a du mal à les implanter en France. Donc l'Employee Assistance Programme, ça va au-delà de l'assistance psychologique parce que ça permet effectivement de répondre à plein de questions de l'expatrié, même dans sa vie quotidienne, parce qu'il est en décalage à l'étranger, il a un choc culturel, il est des fois loin de ses enfants, donc il peut avoir différents problèmes de relations. On s'en parlait du deuil de sa maman pendant le Covid, qui n'a même pas pu enterrer. Enfin bon, donc il y a beaucoup de choses, mais qui se passent par un système de hotline où on va sur un portail, on découvre des articles, mais voilà, on n'est pas avec quelqu'un. Et c'est vrai que le français, il préfère encore se retrouver face à un psychologue. Et donc, cet outil Employee Assistance Programme qui se développe beaucoup chez les anglo-saxons, je ne le vois pas encore arriver, même en Europe. Alors, effectivement, en Afrique. Ça dépend mais en tout cas, il y a ce besoin de couverture psy. Et puis, il y a aussi ce que j'ai pu voir avec un certain nombre de RH, le souhait quand même de rester, je dirais, la maman, la nounou des expatriés, parce qu'on a vraiment beaucoup ça chez des clients sur des groupes qui sont que de quelques dizaines ou centaines. Il y a une énorme proximité. Effectivement, c'est vers cette personne que l'expatrié va se tourner. Il n'a pas envie de se tourner vers une plateforme d'inconnus, entre guillemets. On avait eu une expérience, ça remonte à quelques années, sur le soutien psychologique, soit des gens qui ont été pris dans c'était le cas au Congo, au moment où il y a eu des combats entre les ninjas, etc. Donc des familles qui se sont retrouvées isolées, qui n'ont pas pu sortir, il y a eu ce psychologique, et des gens qui ont été sujets d'un cambriolage, etc., et qui ont subi en live le fait d'être cambriolés, et le lendemain matin, ils sont ramassés. Là, c'est la crise, carrément. C'est indispensable. Et ça existe depuis longtemps dans les programmes d'assistance. Mais maintenant, effectivement, on va plus loin. Oui. Dans l'accompagnement psychologique, plus sur le long terme, et pas uniquement en phase de crise. Oui, avant, c'est vrai que ça existait à partir du moment où il y avait un dossier ouvert et un besoin d'assistance. Oui, effectivement, il y avait une cellule, la cellule psychologique qui était liée à l'assistance. Mais là, en fait, il n'y a même pas besoin de cas d'assistance, en fait. Voilà, on a des expats, comme on disait tout à l'heure, qui, par exemple, ont perdu des proches, des proches qui sont décédés du Covid en France, qui n'ont pas pu rentrer. Et voilà, là-dessus, c'était quand même un vrai traumatisme. Même, en fait, des enfants. Il y a eu des psychologues pour enfants, parce que les enfants n'allaient plus à l'école. Enfin bon, il y avait tout un truc qui faisait que voilà, il y avait besoin... Déjà en France, c'était pas évident. Voilà, non, mais bien sûr. Oui, et puis bon, c'est vrai que je sais pas, c'est arrivé au Cameroun où quand on savait qu'il y avait, je crois que c'était 4 ou 6 respirateurs qui étaient disponibles au Cameroun, ça a créé quand même des niveaux d'anxiété que nous, en tant que RH, on n'est pas capable de gérer. C'est pas notre métier. Donc, c'est vrai que du coup, ces cellules psychologiques sont vraiment maintenant nécessaires. Je voudrais juste préciser quelque chose sur le soutien psychologique et donc la télémédecine et tout ce qui est consultation en psychologie.
en réalité, c'est facturé, et je pense qu'on l'oublie souvent, c'est facturé sur le contrat d'assurance. Oui. Donc, c'est un coût. Bien sûr, oui. Donc, il ne faut pas non plus en abuser, il faut que ce soit vraiment nécessaire. Oui, après, tout dépend de la politique aussi que va appliquer l'employeur. Hein. Si on estime que finalement… c'est un coût nécessaire. Voilà, exactement. C'est la prévention des RPS. Pardon, c'est la prévention des RPS. Exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, Elio, je disais juste par rapport à justement le soutien psychologique en ligne, c'est souvent, c'est tout le temps anonymisé. Donc, on a juste une idée des volumes. Mais en général, vous avez un code, qui est un code pour toute la compagnie, probablement un numéro de contrat, vous le donnez, mais vous pouvez demain le donner. Et bon, c'est là où c'est un peu compliqué en termes de gestion pour nous d'évaluer le coût, justement. Mais, faut se fier juste et faire confiance, et voilà. Et dernier point avant de conclure, sur l'évolution des coûts et de l'offre sur place, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus, alors bon, vous en particulier sur Solutions 100% locales, est-ce que les coûts ont augmenté fortement sur des solutions locales ou finalement est-ce que ça s'est plutôt stabilisé? Et est-ce que l'offre en particulier dans certains pays se développe et on peut imaginer à horizon 10 ans finalement d'avoir des offres tout à fait de soins et de prise en charge avec des garanties plus élevées. Ouais. Alors oui, on est en train justement dans la stratégie 2022-2025 d'offrir une gamme de produits avec des couvertures beaucoup plus élevées, avec des plafonds beaucoup plus élevés, avec des tickets modérateurs ou justement, voire même sans ticket modérateur. On est en train de développer ça. Également, je parle en termes de zone géographique. On est en train de développer ça, ne pas que offrir du local, mais offrir, et quand je dis ne pas offrir que du local, je parle du tiers payant, mais offrir justement, donner accès à tout notre réseau aujourd'hui, à des personnes qui peuvent être en Côte d'Ivoire et qui doivent se faire soigner, par exemple, au Cameroun. Avec leur carte Unicas commun, ils pourront demain le faire. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui dans nos plans. Maintenant, pour revenir sur votre premier point, c'était… Non, c'était juste de dire si globalement, vous aviez observé une amélioration de l'offre de soins et quelle est l'évolution des coûts quand il y a une prise en charge sur place. Voilà. Est-ce que c'est plutôt croissant? Est-ce que c'est plutôt stable? C'est clair qu'aujourd'hui, c'est croissant. Je ne vais pas dire le contraire. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est réglementé. On a une grille tarifaire réglementée au renouvellement. Donc, il y a justement des pourcentages à respecter. Si la surpaie est de temps, on peut augmenter de temps, etc. Donc, ça, au moins, c'est réglementé. C'est l'avantage en Afrique. C'est un avantage assez considérable. Mais clairement… Avantage pour l'assureur. Pour l'assureur, bien sûr. S'il a bien fait son boulot. Oui. Ça aussi, c'est très important. OK. C'est un dernier mot, Cécile ou Florence? Je crois qu'on a fait… Non, je crois qu'on a fait pratiquement… On a fait le tour. Virgile, est-ce qu'on a des questions avant de conclure? Bon, écoutez, merci Cécile, merci Florence, merci Elio, merci à tous. Donc, j'espère qu'en 1h30, on a essayé d'aborder, on va dire, la majeure partie des sujets. Donc, je dis à nos adhérents qui sont en ligne, voilà, le CIAL se tient à leur disposition pour d'éventuelles questions. Et puis, vous pouvez contacter directement Elio et Cécile si vous avez… certains sujets ont attiré votre curiosité. En tout cas, merci à tous. Et donc, notre prochaine commission RH devrait avoir lieu début juillet. Alors, c'est le 6 juillet, c'est ça? Voilà. Le 6 juillet sera un thème un peu plus classique puisque on fera une session de la commission RH sur les secteurs qui recrutent en Afrique cette année. Voilà. Donc, quelque chose d'un peu plus généraliste. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.